Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parle-moi de ton Bolt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Armand. Salut Armand. Salut, ça va? Ça va très bien, j'espère que toi aussi. Merci beaucoup de venir nous présenter Maply, ton outil dont tu vas nous parler. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je présente très brièvement l'émission, ou en tout cas ce concept qui est Parle-moi de ton Bolt. Sur cette chaîne YouTube, on parle beaucoup de Bolt et outils équivalents qui permettent de manière assistée par intelligence artificielle, voire même des fois bien plus qu'assistée d'ailleurs, de construire des projets vraiment très solides. Et vous allez le voir, c'est le cas de celui d'Armand, celui qui vient nous présenter aujourd'hui. Donc si c'est potentiellement quelque chose qui vous intéresse et que vous avez vous-même construit quelque chose ou plusieurs choses d'ailleurs avec Bolt, n'hésitez surtout pas à me contacter via le lien qui se trouve en description, arthurvillecourt.com, et à prendre un petit rendez-vous avec moi par exemple pour pouvoir me présenter ce que vous avez fait. Et de cette manière, l'objectif c'est de pouvoir présenter à la communauté ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Bolt. Et vous allez le voir, à chaque fois ça va de plus en plus loin. Ça fait un moment d'ailleurs Armand que j'ai pas fait un épisode comme celui-ci, puisque ça fait je pense un peu plus de 2 mois que j'ai pas tourné de Parle-moi de ton Bolt. Et c'est rigolo de voir que j'ai l'impression que là ça va de plus en plus loin, et tu m'as déjà montré un peu l'intérieur de ton outil qui est très intéressant. Ce que je te propose, c'est que tu commences par te présenter très rapidement et que tu nous dises notamment, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir ton background. Est-ce que tu es développeur, tu vois, par rapport à tout ce que tu vas nous montrer, ce que tu... Ouais, salut Arthur, moi c'est Armand. Je suis pas du tout développeur à la base. Moi je suis étudiant en management d'entreprise à Montpellier. Et à côté de mes études, du coup, j'ai développé une agence de web design, ce qui fait que j'avais un peu les pieds dans le design, les applications web, etc. Mais sans pour autant en avoir créé une. Moi je me contentais du coup de sites vitrines et surtout de design de sites plutôt que de fonctionnalités. Et j'ai découvert cet outil Bolt il y a de ça 1 mois maintenant. Et direct, ça m'a ouvert tellement de nouvelles portes sur ce que je pouvais faire en termes de fonctionnalités, d'interface et surtout de rapidité, et de me permettre de limiter des coûts. Parce que j'avais pas mal déjà d'idées de business que je voulais forcément que je voulais créer, mais dont j'avais pas les capacités techniques ni le temps de les apprendre. Et là, avec une appli comme ça m'a vraiment permis de gagner énormément de temps et de pas avoir embauché un dev, de pas avoir à galérer avec toutes ces choses-là, à lever des fonds pour lancer une idée. Là, ça s'est fait relativement rapidement. J'avais une version qui était quand même très convenable en 1 semaine. C'était ma première fois que j'utilisais l'application, donc forcément j'étais pas forcément les bonnes pratiques, voilà, etc. Non, je connaissais pas l'art et la manière de prompter Bolt pour obtenir des réponses cohérentes même en termes de tokens. J'ai fait des fois j'ai relu la conversation, j'ai fait des prompts de fous furieux. T'as dépensé combien d'ailleurs approximativement là, depuis que t'as commencé? En fait, c'est surtout le début où moi j'ai une casquette un peu de designer, ce qui fait que j'essayais de régler chaque détail et tout ça sur Bolt, ce qui fait que ça m'a fait perdre énormément de tokens. Okay. Donc je pense que j'ai dû consommer bien 35 millions quand même. Ok. En termes de prix, t'as une idée? Parce que j'avoue que j'ai plus les prix en tête. C'est 10 millions, c'est $20. Donc on doit être aux alentours de $100 à peu près pour le projet entier. Ça marche, qui est plutôt correct, je trouve, par rapport à ce que tu vas nous montrer. Moi, je te propose qu'on commence du coup par la présentation de ta landing page. Tu nous en as parlé en introduction, mais t'es web designer, t'as une agence de web design en parallèle, et tu me l'as dit en off, cette page, elle est pas designée avec Bolt, malheureusement, parce que dès que je l'ai vue, je fais trop cool, le petit effet derrière hier quand tu m'as montré. Et donc, ce que je ferai, c'est que je mettrai aussi en description de la vidéo, pour ceux qui sont intéressés par tes services, Armand, le lien de ton agence, comme ça, les gens éventuellement qui veulent passer par toi pour du design, ils pourront le faire, et je te laisse y aller. Vous avez des idées de site web, d'applications ou de SaaS, mais vous ne savez pas par où commencer. Avec Bolt.new, l'outil alimenté par l'IA, il est désormais possible de concrétiser vos projets sans écrire une seule ligne de code. Pour vous accompagner dans cette aventure, j'ai créé la formation Bolt Mastery. Cette formation complète vous guide pas à pas pour maîtriser toutes les fonctionnalités de Bolt. De l'idée initiale au projet final, prêt à être lancé. Vous apprendrez à créer des sites web, des applications et des SaaS, même sans compétences techniques préalables. La formation comprend également des études de cas pratiques où nous construirons ensemble plusieurs sites et un SaaS de A à Z. Vous découvrirez comment structurer vos projets, éviter les erreurs courantes et exploiter pleinement la puissance de l'IA pour accélérer votre processus de développement. En accédant à la formation via le lien dans la description, vous bénéficierez d'une promotion temporaire exclusive. Ok, carrément oui, en effet, la landing page, elle a pas été faite avec Bolt. Pas faute d'avoir essayé, je lui ai demandé à plusieurs reprises du coup de me faire une landing page, et j'ai trouvé que le design était à chaque fois un peu décevant compte tenu de ce qu'il peut faire à côté. Donc je me suis dit, ok, je vais pas forcément me limiter à Bolt pour la landing page. J'ai utilisé un outil avec lequel je suis très familier qui s'appelle Framer, qui permet du coup de réaliser ce genre de landing page relativement facilement. Et ce que j'utilise aussi parfois dans mon agence, donc c'est encore une fois très pratique. Voilà, donc en gros, Maply, c'est une solution qui vous permet de postuler plus vite, donc d'avoir plus de candidatures et de trouver le job idéal. Donc ça passe par une intégration folle. En gros, l'application elle marche sur tous les logiciels. On a LinkedIn, Handshake, Job Teaser. Là on va parler un peu du fonctionnement. Donc ce qui suffit pour l'utilisateur, c'est d'obtenir
le lien d'une offre d'emploi, de la coller dans l'application, ça va lui générer une lettre qui va se retrouver dans l'onglet Mes candidatures. Et à partir de là, il peut gérer ses candidatures de manière très simple, mettre des activités, mettre des rappels, des choses comme ça, qui lui permettent de toujours être au fait de ce qu'il fait et de ses candidatures. Puis c'est quelque chose que moi j'ai connu, tu sais, où t'envoies 2000 candidatures dans la semaine, tu te retrouves à plus savoir à qui répondre, tu reçois des appels, tu te dis oui bonjour c'est qui alors que c'était une recruteuse. Enfin, c'est compliqué, donc je me suis dit c'est pas mal d'avoir ce truc-là auquel tu peux te référer. Et pareil, l'étape la plus longue dans l'envoi d'une candidature, c'était la création d'une lettre de motivation. Donc je me suis dit si on avait un outil qui faisait tout en un, ça serait idéal. Et moi c'est un truc que j'utiliserais beaucoup en période de candidature, donc c'est pour ça que j'ai créé ça. Là on a une description des différentes fonctionnalités, donc il suffit de télécharger son CV, de coller le lien de l'offre. On reçoit une lettre du coup ultra personnalisée qu'on peut modifier directement dans l'app et piloter ses candidatures dans les analytics, etc. Ok, t'as fait le choix d'ailleurs de pas mettre de section de pricing sur ta landing page là. Je t'ai pas posé la question hier, mais c'est volontaire. Ouais, en fait je voulais vraiment jouer sur le freemium. Ok. Et la fonctionnalité de pricing pour moi aurait pu, sachant qu'on freiner, on vise un public qui est étudiant ou qui n'a pas d'emploi par définition, voilà, donc exactement. Pas trop de pouvoir d'achat. Que de mettre ce price wall dès le début, ça aurait pu être donc comme je disais, après moi j'ai intégré un blog, un changelog, un contact, et quand on clique du coup sur le bouton commence gratuitement, on arrive du coup sur la waiting list puisque le produit sort le 25 février 2025. C'est la date du coup du lancement de mon master aussi, et c'est pour ça qu'on a choisi ce jour-là. Maintenant je vais vous montrer un petit peu l'application. Tu es toujours étudiant aujourd'hui. Est-ce que ce projet va te servir dans le cadre de tes études aussi pour je sais pas, ou c'est vraiment un side project qui n'a rien à voir avec tes études? Non, c'est un side project qui a rien à voir avec mes études, mais je compte quand même m'en servir du coup parce que je vais postuler pour un master pour l'an prochain, donc le 25. Ouais. Et là du coup j'ai l'outil parfait pour le faire, qui va me faire gagner pas mal de temps, donc je vais m'en servir, mais pas directement dans mes études, je vais m'en servir pour décrocher de nouvelles études. Enfin c'est bizarre à dire. Ça marche. Tac, donc là on arrive sur l'interface, donc on est connecté avec mon compte, on a ici le nombre de crédits disponibles. Là ça c'est l'interface principale du coup qui nous permet de copier et coller ici l'URL de l'offre d'emploi ou de formation. On a la possibilité de choisir la langue dans laquelle la lettre sera rédigée et le ton de la lettre. Mais avant de pouvoir rédiger une lettre, on a besoin de quelques informations, à savoir votre CV, pour pouvoir inspirer la lettre du CV et avoir un résultat qui soit plus pertinent. D'informations pour la signature, donc mon nom, mon genre, mon mail, mon téléphone, mon adresse, code postal ville. J'enregistre et à partir de là, du coup, j'accède à cette page qui permet de créer des lettres. Donc on va faire une démo de suite. On va aller par exemple sur Welcome to the Jungle. Donc on va en prendre une au hasard, on va prendre chargé de communication IT en alternance. On prend le lien, on retourne dans l'application, on le colle dans la section emploi vu qu'on postule bien pour un emploi. On choisit la lettre, le ton, on va être convaincant, enthousiaste pour tester. Je clique créer ma lettre et là en une trentaine de secondes, j'obtiens une lettre qui va être optimisée, donc c'est ce qu'on va voir. Ok, donc ça veut dire que ton outil est capable d'aller récupérer les informations, scraper les informations de la page de l'annonce de job et d'écrire la lettre en fonction des informations qu'il a récoltées. Exactement, en fait ça va croiser 3 sources d'informations, donc il y a la fiche de poste, le CV du candidat et le site web de l'entreprise qui a mis la fiche de poste. Donc en l'occurrence le site web d'AXA, donc vous voyez que la lettre vient d'être créée, ça a pris moins de 20 secondes. Ici on voit qu'on peut l'éditer directement depuis l'appli du coup. Et ça c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur puisque c'est embêtant d'avoir un outil je trouve qui est quand même assez qualitatif, mais après de devoir s'embêter à aller sur Word ou aller sur Docs. Clairement. Pour éditer ces lettres, donc le fait de pouvoir passer directement par le site, ajouter des descriptions par exemple bonjour Abba, hop, la modification a directement été prise en compte. Je peux sauvegarder, télécharger, et là, instantanément, du coup, je me retrouve avec une lettre qui est complètement qualitative, qui est inspirée du coup de mon CV, qui reprend le jargon de la fiche de poste et qui a été humanisée. C'est-à-dire que il y a pas mal de RH, du coup, on en discutait un peu avant, qui regarde si ta lettre a été écrite par une IA, et du coup, on a fait en sorte que l'output de l'IA soit indétectable, en le faisant repasser dans une moulinette qui permet d'humaniser les contenus. Donc voilà, ça c'est pour du coup la création de lettres. Une fois qu'on a fait ça, on a la possibilité du coup de voir mes candidatures en se rendant ici. Et là on arrive sur une interface style Trello. Alors je te coupe juste avant d'aller un petit peu plus loin, tu peux nous, sans rentrer dans le détail, mais comment c'est possible que justement que tu ailles scraper derrière l'URL, le site, etc. Comment tu fais fonctionner tout ce qui se passe derrière ton application? C'est avec Make? Ouais, c'est avec Make. En gros, il y a un scénario Make qui est déclenché dès le clic sur ce bouton-là. Et qui, du coup, à partir de l'URL d'emploi, va se rendre sur le site qui a posté cette URL d'emploi
récupérer toutes les informations de la page, qui va ensuite faire une recherche pour trouver le nom de domaine de l'entreprise en question. Une fois qu'il l'a, il récupère du coup les informations de la fiche de poste, les informations du site de l'entreprise. Il les croise avec les informations du CV qui sont ici. Et ensuite, nous, on l'a prompté pour qu'il rédige une lettre qui soit optimisée ATS et qui respecte un format qui est quand même relativement défini pour chacun des tons. Okay. Et qui marche et qui a été approuvé. Moi, je l'ai fait avec une RH. Enfin, on a pas mal discuté du coup des modèles de lettres qui marchaient le mieux et qui étaient les plus attendus par les RH. Okay. C'est comme ça que du coup on a créé cette template là. Trop bien. Et tu utilises tu vas taper certaines API, notamment pour ton scrapping. Ouais, pour le scrapping sur LinkedIn, c'est surtout ceux-là qui bloquent. Ok. Je passe par Rapid API qui permet du coup de contourner le classique et très très bien pour beaucoup de choses. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai mis des petites règles de formatage d'URL aussi parce qu'il y a certains sites qui ne marchent pas. Ouais. Et certains formats d'URL qui ne marchent pas, par exemple LinkedIn, si on regarde ici, en fait en le faisant tester à pas mal de gens, ce dont je me suis rendu compte, c'est que beaucoup de gens cliquaient d'abord une première fois sur l'offre de poste, qui la voyaient ici et qui se disaient ok c'est bon, je peux prendre l'URL. Sauf que là on est encore dans les collections ici. D'accord. Ce qui fait que le scrapping ne marchera pas. C'est pour ça que du coup j'ai intégré une règle qui dit que l'URL n'est pas valide et qu'il faut réellement cliquer sur l'offre, prendre le lien et la coller. Là ça marchera. Voilà. Donc je t'ai coupé, t'étais dans les activités ou tes candidatures. Ouais. Donc là je voulais vous présenter un petit peu comment ça marche au niveau de la gestion des candidatures après que les lettres aient été créées. Donc ici on voit qu'on a créé la lettre pour AXA, un chargé de communication IT qui a Waskehal le 18 février. Mettons que cette candidature, après que la lettre ait été créée, on décide de l'envoyer au recruteur. Donc là, on a juste à la déplacer ici. Okay. Ce qui fait qu'on a une visibilité qui est instantanée sur l'état d'avancement de nos candidatures. On peut voir combien de lettres sont prêtes à être envoyées, combien de candidatures ont été actuellement envoyées, combien on a décroché d'entretien, combien d'offres, combien de refus, etc. En un coup d'œil, donc c'est plutôt pas mal. Et ici, vous remarquerez qu'il y a un petit icône de notification. C'est qu'en fait, ça permet du coup une fois qu'on a créé une lettre, on a toute cette page qui va se créer avec une description du poste, le site web de l'entreprise. Donc ça, c'est le site web de l'entreprise pour laquelle on a postulé. Okay. Donc ici, Éléphant en l'occurrence, qui est scrappé automatiquement et qui est utilisé pendant la création de la lettre. On a également des informations sur le poste dans laquelle on peut du coup voir l'offre pour laquelle on avait postulé. On a la lettre qui est également ici visible, qu'on peut remodifier si on le souhaite, ici, hop, qu'on peut enregistrer, télécharger à tout moment. Et on a également des activités qu'on peut ajouter. Ça c'est hyper important, parce que souvent en entretien, ou même un peu avant, en échange par mail, etc., on reçoit des instructions, des trucs à faire, etc., mais quand on multiplie les candidatures, au bout d'un moment ça devient extrêmement compliqué de se souvenir de tout. Ouais. Et là du coup d'avoir ce système-là qui permet du coup d'ajouter des notes directement sur les candidatures pour pas se perdre, je trouve ça hyper puissant. Donc il suffit par exemple de mettre relancer le recruteur et là on met une date d'échéance pour dans 5 jours. Je clique sur créer, hop, et là on est bon. Top. Ici vous voyez que on a toutes les activités en cours avec une date d'échéance, un icône de notification qui nous permet de voir combien de notifs on a qui arrivent à échéance. Okay. Ici, celle qu'on vient de créer, on voit qu'elle est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une page analytics aussi qui permet d'avoir une vision sur toutes ces candidatures, avec le total des candidatures qui ont été envoyées, donc 41, un taux de conversion qui permet de visualiser du coup combien de nos candidatures sont été converties en offres, un temps de réponse moyen, donc 13,6 jours en moyenne, un taux de refus, donc sur l'ensemble des candidatures, combien ont été refusées par les recruteurs, donc 2,4% en l'occurrence. On a une répartition des statuts avec ce diagramme que je trouve assez cool. Okay. Et on a une évolution temporelle du coup du volume de lettres envoyées par jour. Donc là, pareil, ça c'est du gadget un petit peu, mais je sais pas, je trouve que ça rajoute un truc. En tout cas, c'est rigolo de voir que t'as pu encore une fois plugger tout ça, enfin tout ce système d'analytics avec Bolt. Ouais, non, c'est impressionnant et ça il me l'a fait relativement rapidement. C'est pas la partie sur laquelle j'ai perdu le plus de temps. C'est laquelle du coup la partie sur laquelle t'en as le plus chié? La partie sur laquelle j'en ai le plus chié, moi, ça va être vraiment le système de drag and drop. Déjà, ça, j'en ai vraiment pas mal chié. J'arrivais pas du coup à le paramétrer de telle sorte à ce que ce soit fluide, qu'il n'y ait pas trop de délai, qu'il n'y ait pas de doublons, etc. C'est un truc avec lequel j'ai pas mal galéré. Ok. J'aurais pas pensé. Pour moi, c'était 100% justement tout ce qui va se passer. Ouais, mais c'est qu'en fait, j'avais cette idée. Tout ce qui est les webbooks et tout, j'imagine que tu passes par des webbooks pour tes template make, etc. Moi, je pense que c'est plus là-dessus que j'aurais galéré. Mais... Non, mais en fait, c'est que ça, je l'ai fait vraiment au tout début, parce qu'au début, j'avais cette vision assez claire de... Ok, tu crées ta lettre, puis tu peux la classer dans des colonnes à la Trello. Et le truc, c'est que du coup, j'avais pas forcément beaucoup d'expérience sur Bolt et je me suis lancé là-dedans. Et au moindre problème, du coup, j'ai voulu faire des allers-retours, etc. Et j'ai perdu un temps fou là-dessus. Donc c'est pour ça que c'est ça qui m'a pris le plus de temps, même si c'est pas le plus technique. Maintenant, je m'en rends compte, mais au début.
j'ai galéré de malade là-dessus, quoi. Et au niveau de ton business model, du coup, combien tu donnes de crédit et de possibilité de générer une lettre à quelqu'un qui arrive sur ton outil pour la première fois déjà? Et ensuite, combien est-ce que tu fais payer ton outil? Donc le business model il est relativement simple. À l'arrivée, on a 3 crédits qui permettent du coup de générer 3 lettres. Une fois qu'on arrive à expiration de ces crédits, on a soit l'option de gagner des crédits en invitant des amis via un programme de parrainage. Ça, c'est fonctionnel. Ça, c'est fonctionnel, ouais. Ouais. Si vous invitez vos amis, vous gagnez 2 crédits pour chaque inscription. Et vos filleuls reçoivent également 2 crédits de bienvenue. Donc ça, on s'est dit que c'était un super moyen de faire de l'organique relativement facilement. Carrément, surtout dans le monde étudiant et tout, c'est carrément une bonne idée. Ouais, de fou. Donc ça, c'était pour moi assez pertinent. Je dis pour moi, mais parce que mon associé est pas là, mais je le fais avec un ami. Ok, d'accord, t'es associé. Non, on fait ça à deux. Qui mettent sur la partie commerciale et qui est très bon là-dedans. Et après, on a si jamais on n'a pas envie de parrainer ou qu'on a déjà parrainé tous les gens de son réseau, qu'on a toujours besoin de crédits, on peut cliquer sur recharger. Et si on a 3 abonnements qui s'offrent à nous, donc un basique avec 10 crédits par mois qui sont stackables, ce qui fait que le premier mois, si on a 10 crédits qu'on en a utilisé que 5, qu'il nous en reste 5, donc. Il reste. Le mois prochain, on en aura 15. Ok. Donc ça, c'est pas mal. On a un abonnement avec 25 crédits par mois à 6 €. Et l'abonnement premium, du coup, là, c'est pour les gens qui postulent en masse. On a 100 crédits par mois avec... et derrière, t'as plugué Stripe? Ouais, derrière, tout est intégré avec Stripe. Ici, c'est en mode test. Ok. Mais, pas trop compliqué de plugger Stripe? Non, les payment links, en vrai, il fallait les setup sur Stripe, c'est ça qui a pris le plus de temps. Okay. Après, pour l'intégration à Bolt, c'était relativement simple. Il fallait juste mettre le lien sur le bouton, en fait, et avoir un paramètre d'URL qui permette du coup de lier ici là le reference ID, qui permette de lier du coup la transaction au compte. Et puis donc globalement, c'était assez simple. Ici, on a une petite FAQ qui permet d'expliquer comment fonctionnent les crédits. Ouais. Et si par exemple on prend un abonnement à 5,99 pour 25 crédits par mois, et qu'on arrive à bout et pour autant on n'a pas envie de dépenser 20 €, on a la possibilité du coup d'acheter une recharge de crédit à 2,99 pour 10 crédits qui permet du coup de choisir avec plus d'exactitude ce qu'on veut consommer par mois. Voilà. Ok, trop bien. Trop bien. Et qu'est-ce que je voulais te demander par rapport... Alors attends, je voulais te demander un truc, au niveau des limites que tu as potentiellement rencontrées du coup, parce que là on va ton outil est vraiment chouette et je pense que ça permet vraiment de montrer aux gens, je suis content, c'est l'un des outils les plus complets, c'est ce que je te disais hier que je reçois dans un parle-moi de ton Bolt, parce qu'il y a aussi eu ce temps il y a eu un temps assez long et au début on était dans la hype et tout le monde créait ses petits tools et venait montrer ses petits tools, ce qui était très cool aussi. Là on est sur un SaaS qui finalement est fonctionnel, fini et clairement avec une vraie utilité, c'est une vraie idée viable et que je trouve plutôt cool. Et c'est le genre de tool, je pense que si j'étais concerné, c'est le genre d'outil que je pourrais clairement utiliser. Est-ce que tu t'es retrouvé confronté à certaines limites, enfin à des moments où tu dis merde, là je bloque, il y a ce truc là, c'est chiant, et avec Bolt, tu vois, des trucs que tu as dû un peu surmonter dans la création de l'outil? Ouais, carrément. C'est en lien avec le discours ambiant qu'on entend en ce moment, qui dit que on va remplacer les devs, que l'IA arrive à un moment où, arrive à un tel point de capacité qu'on n'aura plus besoin de devs dans quelques années. Je trouve que c'est pas forcément d'accord. Je pense qu'au contraire, ça va être les gens qui resteront du coup les plus compétents dans ce domaine-là, parce que je me suis rendu compte que moi, sans aucune connaissance technique en termes de code, d'architecture web, de back-end, etc., même pour les bases de données, au début c'était une galère monstre de comprendre comment ça se passait sur Supabase ou sur Firebase, qu'est-ce que c'était PostgreSQL et tout ça. Au début, c'est extrêmement compliqué, et même encore aujourd'hui, il y a énormément de tâches que je demande à Bolt, que si j'avais un minimum de background technique, je pourrais faire moi-même depuis l'éditeur de code, et qui me permettrait d'économiser beaucoup de tokens. Est-ce que c'est qu'une question d'économie de tokens, ou ça va plus loin que ça, tu vois? Je pense que ça va beaucoup plus loin que ça, parce que même en termes de personnalisation de design, etc., il y a plein de petits changements que j'aurais aimé faire sur les paddings, sur l'alignement de certaines divs, etc., que j'ai pas su faire parce que je connais pas forcément le langage, donc je savais pas même où regarder. Ça, c'est quelque chose que je regrette pas mal, et j'ai regardé s'il y avait pas des logiciels du coup qui permettaient d'éditer du code un peu comme un Figma ou un Framer. Je suis tombé sur Templolab, ce que j'ai essayé de connecter, mais là pareil, j'ai galéré de fou. Donc j'ai tout fait à la mano, en promptant Bolt, en lui demandant change-moi ça, ajoute un effet de hover, etc. Donc ça a pris pas mal de temps. Et ce sur quoi j'ai galéré aussi, c'est l'authentification. Là, j'ai pas trop compris, j'ai toujours pas forcément bien compris. Et j'ai eu un gros problème avec l'authentification Google et les redirects qui redirigeaient pas là au bon endroit. Ok. Et ça, j'ai dû cramer des millions de tokens là-dessus. T'as une base de données d'ailleurs, pluguée derrière Maply? Ouais, j'ai une base de données du coup là. Supabase ou Firestore? C'est Supabase pour ce projet, qui finalement est assez simple d'utilisation après coup. Ouais. C'est juste au début quand je suis arrivé dans ce truc-là et que j'ai absolument rien compris, j'en ai un peu chié. Ouais.
Mais maintenant que je me suis un peu un peu plus fait la main, je comprends le fonctionnement et c'est relativement simple. Ouais. Ok, ça roule, super. Et est-ce que tu as, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que tu aurais un truc, potentiellement un tips ou deux d'ailleurs, à nous donner sur Bolt, de petites choses que tu as implémentées dans ta manière de communiquer avec Bolt par exemple, ou dans ta manière de créer ton projet ou d'avancer sur ton projet avec Bolt, et dont tu peux plus te passer aujourd'hui et qui ont vraiment fait la diff? Ouais, carrément. Déjà, c'est dans la façon de prompter. Vaut mieux être extrêmement précis. Quitte à passer plus de temps sur le prompt, au final, on gagne vraiment du temps sur la réalisation d'un projet en passant plus de temps sur chacun des prompts plutôt qu'en envoyant une quinzaine de prompts un peu bâclés pour la même opération. Ce qui fait que pour ça, moi, j'utilise du coup parfois ChatGPT. Je lui fais une requête relativement, non formatée. Des fois, je te parle à ChatGPT, je lui dis ok, j'ai envie de faire ça. Créer un prompt pour Bolt qui soit optimisé, bien clair, avec un ordre logique, etc. Limite, je lui dis des fois décompose-moi la requête que je viens de te faire en plusieurs prompts et j'envoie chaque prompt dans l'ordre à Bolt, ce qui permet du coup de limiter le nombre d'erreurs qu'il peut faire. Parce qu'il y a un truc aussi qui est important avec Bolt, c'est qu'il faut pas trop lui en demander par prompt. Ouais. Sinon, il sait pas sur quoi se concentrer et la plupart du temps, si vous lui demandez 2-3 tâches, il va rater les 2-3 parce qu'il est surchargé, quoi. Carrément. Donc, vaut mieux demander peu mais bien que demander beaucoup d'un coup et se retrouver avec un résultat qui est médiocre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Moi, j'ai activé l'option des diffs. Ici, ça, je trouve que c'est pas mal. Okay. Ça permet d'économiser pas mal de tokens. En gros, c'est une option qui va permettre à Bolt de réécrire qu'une partie du fichier qui doit être modifiée plutôt que de réécrire l'entièreté du fichier. Ok. Ça marche bien, c'est pas trop... Non, moi, j'ai pas eu trop de bugs avec ça. Okay. Et ça permet du coup sur le long terme d'économiser des millions de tokens parce que réécrire un fichier ça peut être très lourd, surtout que là les miens, le projet en fait commence à devenir très lourd. Il y a beaucoup de fichiers, beaucoup de design, etc. Parce que je sais pas si vous voyez là, ouais, mais là typiquement ici on a ce qu'on appelle un skeleton loading, donc qui permet d'avoir un rendu assez cool de chargement. Okay. Et ça, pareil, ça m'avait choqué parce que je l'ai fait là il y a pas très longtemps et du coup l'application était déjà big et pour chaque skeleton loading que je demandais par page, ça me coûtait 200-300 000 tokens. Donc à la fin, les dépenses sont exponentielles. Donc il vaut mieux. Est-ce que tu as le réflexe de diviser tes pages, enfin de diviser ton code ou pas quand tu bosses sur Bolt? Typiquement, quand une page devient un peu trop grande, est-ce que tu lui dis de découper le code en plusieurs sections? Ah, pas du tout, non. Eh ben, je te conseille d'essayer et je conseille d'essayer à tous ceux qui nous écoutent parce qu'en fait, dès que vous avez sur Bolt, vous avez encore une fois, je suis pas dev, absolument pas. Donc si vous êtes dev et que vous dites mais de quoi il parle ce débile, on appelle ça comme ça, etc. Ouais. Voilà. Mais vous avez forcément plusieurs fichiers dans votre projet Bolt et quand un fichier, moi de mon côté, dépasse 200 lignes, on va dire que c'est bien, je lui demande systématiquement, et je trouve ça con que Bolt le fasse pas d'emblée, de diviser le fichier en question. De cette manière-là, il va récupérer le fichier, le découper en plusieurs sections, et ce qui va lui permettre finalement à la fois de pas avoir, ça nous permet de pas avoir des pages de 300 lignes, parce que je sais pas si de plus de 300 lignes, parce que moi j'ai trouvé que sur les pages de plus de 300 lignes, il se mettait à partir dans tous les sens, et du coup même parfois à casser complètement le design d'une page et tout. Je sais pas si tu es confronté à ça. Et en fait, ça règle complètement ce problème-là, et c'est l'une de mes meilleures, l'un des trucs qui vraiment je trouve fait la diff. Et l'autre point pour tous ceux qui nous écoutent et peut-être pour toi aussi, parce que je l'ai découvert assez récemment, c'est un petit plugin qui s'appelle Supercharge Bolt. J'en ai fait une vidéo, ma dernière vidéo c'était là-dessus. Et ce plugin est vachement cool parce que ça te permet, moi ça m'arrive de temps en temps de dire, tu vois, par exemple, il faut que je change un truc sur cet élément, mais je sais pas comment lui expliquer. Il y a des rares fois où tu dis merde, comment on va faire pour qu'il comprenne que c'est ça que je veux changer. Et là, tu as notamment avec ce plugin un pointeur, que c'est fait pour Bolt, et tu vas cliquer sur l'élément et boum, il comprend instantanément. Ouais, c'est vraiment puissant. Il y a ce truc-là aussi pour tous ceux qui nous écoutent et pour toi si ça peut t'aider aussi, qui peut vraiment faire la diff. Mais ok, trop cool. Est-ce que du coup c'est bien que t'aies parlé aussi du fait que finalement tu conserve ce truc-là de frustration de pas être développeur pour aller encore un peu plus loin dans ton truc. Donc évidemment, l'IA ne remplace pas les devs, en tout cas pas du tout pour le moment. Ouais. Et par contre, toujours dans cette optique, est-ce que tu penses pas que finalement l'IA, même si évidemment elle ne remplace pas les devs, il y a de fortes chances qu'elle les remplace pas pendant encore un bon moment. Ça, c'est pas que pour les devs, mais pour beaucoup de métiers liés au web, liés à nos métiers à nous ou à nos futurs métiers, que finalement l'IA va remplacer 90% des gens et laisser 10% des gens les plus compétents qui vont pouvoir faire le boulot des 90% qui se sont fait remplacer par l'IA grâce à l'IA justement. Tu vois, c'est un peu la théorie que j'ai pour le coup là-dessus, et ça concerne pas que les devs, mais l'IA permet d'accélérer tellement fort que n'importe quel dev un peu bas de gamme ou un dev moyen, en fait, pour le coup, il se fait remplacer par l'IA. Et tu vois, on en parlait hier en off aussi, Armand, mais là je suis en train avec
avec les associés de mon podcast de lancer un SaaS sur la rédaction pilotée par IA, qui prend en compte l'intention de recherche. Et hier, c'est la première fois que je suis en train de vraiment tester en profondeur l'outil avant de le release en bêta, puis de l'ouvrir en public. Et c'est la première fois hier que je me retrouvais face à un contenu généré par IA et je me suis dit, putain merde, là vraiment on en arrive à un stade où je n'ai presque plus d'intérêt de passer par un rédacteur humain. Là où jusqu'à maintenant, j'ai toujours aujourd'hui des rédacteurs qui bossent sur mes sites, j'ai toujours des gens qui vont vraiment mettre la main à la pâte et s'assurer que le contenu est bon. Là, je pense très franchement qu'avec un outil comme celui qu'on va sortir, la question se pose, ou en tout cas peut-être juste prendre quelqu'un à la relecture pour le moment, tu vois, mais et ça, j'ai l'impression que c'est de plus en plus et sur de plus en plus de thématiques, quoi. Non, complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il y aura une grosse réduction du capital humain nécessaire pour un projet. C'est-à-dire de combien de personnes on va avoir besoin d'embaucher pour, je sais pas, créer une app, lancer une nouvelle feature dans les grosses boîtes, etc. Je pense que les employés du coup qui s'en sortiront le mieux, ça va être ceux qui sont déjà extrêmement familiers avec l'IA, qui ont lancé, qui ont fait des projets, qui ont passé pas mal d'heures à apprendre à prompter, etc. Malheureusement, les gens qui aujourd'hui, c'est triste à dire, mais qui tournent le dos à ces technologies-là vont se retrouver pas mal lésés dans les années à venir, puisque dans la suite logique des choses, un employeur du coup qui est dans un mode de fonctionnement capitalistique, lui va chercher à réduire les coûts. Et s'il voit qu'il y a des outils qui sont de plus en plus performants, de plus en plus, qui ont un rapport coût-avantage qui est extrêmement intéressant, la plupart des dirigeants vont se diriger vers des outils comme ça, et ça va entraîner du coup une grosse baisse des postes comme ça qui deviendront à faible valeur ajoutée par rapport à une IA. Et toi qui es toujours étudiant, tu vois, je suis curieux de savoir à quel point aujourd'hui dans les écoles on a conscience de ça. Est-ce que on vous parle d'IA? Est-ce que c'est un truc qui existe quoi au sein de tes études ou pas du tout pour le moment? Alors on en parle, oui, mais de manière quand même relativement superficielle, je trouve encore. Enfin, pas superficielle, puisqu'on en parle souvent, mais on en parle, je trouve, pas assez en profondeur. Par exemple, quand on voit le florilège d'outils qui sort chaque semaine, comparé à ce dont on entend parler en classe, par exemple, là j'avais un cours il y a ça 10 jours, nous expliquer comment créer un chat GPT personnalisé. Okay. En soi, oui, c'est hyper intéressant à savoir faire, mais j'étais surpris de voir que beaucoup de personnes, même de mon âge et tout, ne savaient pas forcément comment faire ça, alors que c'est quelque chose qui est hyper utile, qui peut servir relativement tout le temps. Et je trouve du coup qu'il y a un gros problème encore au niveau de la communication sur cette technologie et que ça va léser beaucoup de personnes qui auront eu la curiosité d'aller chercher par eux-mêmes versus ces gens-là qui du coup se seront limités à ce que le système scolaire pouvait leur apprendre en termes d'IA et du coup sur le marché du travail il y aura pas forcément les mêmes débouchés ou les mêmes opportunités, je pense. Je pense qu'il y a un gros travail encore à faire sur l'éducation et le fait d'en parler plus pour justement préparer les nouvelles générations qu'on est au changement qu'il va y avoir dans le marché de l'emploi, quoi. Ça va être hardcore, hein. Ouais, je pense aussi. Écoute, en tout cas, super intéressant de parler de tout ça avec toi et puis bravo pour Maply, pour ce que tu as réussi à créer avec ce SaaS qui est franchement très complet. On mettra évidemment le lien en description pour tous les gens que ça intéresse d'aller essayer directement l'outil. On mettra aussi le lien de ton agence. Il y a autre chose? Tu veux qu'on mette d'autres liens, Armand? Ouais, je vais. Il y a la campagne sur Product Hunt, du coup, qui peut être intéressant aussi à mettre. Okay. L'outil sort le 25. Donc si vous voulez l'essayer, je vous invite à vous inscrire aussi sur la liste d'attente qui est sur le site. Ok, super. Voilà. Eh ben très bien. Merci beaucoup Armand pour ton temps. Merci à toi, c'était un plaisir. Et merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si jamais ce type de contenu vous plaît, il y en aura d'autres sur cette chaîne. Encore une fois, je vous invite à me contacter directement sur arthurvillecourt.com si vous souhaitez faire comme Armand et venir parler d'un ou plusieurs outils créés avec Bolt ou d'autres outils équivalents d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner, un petit commentaire et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.